That's right. The afterworld. Écoutez, tout d'abord, je voulais vous dire bonsoir. Merci d'être là. Je suis très heureux de vous accueillir. C'est la deuxième de la clairière. C'est à chaque fois un peu inédit, quoi qu'il en soit. Euh, alors, pour le déroulement de cette soirée, ça va durer à peu près 1 heure. Je vous propose tout d'abord peut-être de vous redonner un peu quelques informations concernant le contexte qui a amené à créer cette clairière. On va découvrir ce soir 4 nouvelles traversées, quatre partages de vie. Et en fait, tout ça est parti d'une expérience personnelle, d'une histoire personnelle. C'est parti d'un changement de regard, un changement de regard sur le monde, consécutif à un moment de fragilité, un moment de vulnérabilité. Et ce moment, on peut le caractériser de la façon suivante, c'est que finalement, ça a donné une coupure dans le passé et ça a créé un futur qui était tout à fait inconnu. Et donc, c'est un moment de bascule entre le passé et le futur. Et pour ma part, cette expérience, en fait, au départ, c'était une expérience de mort imminente, une EMI, qui est survenue il y a quelque temps. Et j'ai simplement commencé à en parler il y a quelques années. Et quand j'ai commencé à en parler, en fait, je me suis rendu compte que finalement, nous étions tous confrontés à ce moment de bascule, à ces moments d'entre-deux. J'ai décidé d'honorer ces moments. Et honorer ces moments, ça voulait dire quoi? C'était tout d'abord leur donner un nom. Donc je les ai appelés EMI, expérience des moments intermédiaires, c'est-à-dire ces moments où il y a une coupure entre le passé et le futur. Et l'autre manière de les honorer, bien évidemment, c'était de leur donner la possibilité d'être reconnus, de faire un acte de reconnaissance. C'est pour ça que j'ai créé en fait un espace pour accueillir les récits où vous êtes certains d'entre vous passés, en tout cas les 4 intervenants, plus quelques personnes dans le public dont je sais qu'elles sont passées sur ce ponton. Et au-delà de ce passage, ce qui était important, c'était de pouvoir laisser une mémoire. Et alors, comment faire une mémoire? L'idée est venue en fait de faire ce que j'appelle des carnets de l'entre-deux. Et ces carnets de l'entre-deux, vous les verrez, je vous les présente. Hein, ils vont en parler chacun aujourd'hui. Ce sont 4 carnets qui sont en fait le support en livre des histoires que vous allez entendre, ou tout au moins des conséquences de ce que ces histoires ont eu sur les personnes. Et au fur et à mesure de ces interviews, j'ai eu la surprise de voir que finalement, derrière ces mémoires, il y avait des fragilités, il y avait une vulnérabilité, mais qu'en définitive, ça mettait en avant une très très belle énergie. J'aime à penser qu'il s'agit de l'énergie du cœur, et c'est celle-là qui nous anime encore ce soir. Ces récits étaient individuels et qu'ils ouvraient sur quelque chose d'universel. Donc, de là est venue l'idée de la clairière, c'est dire, plutôt que de gérer des échanges individuels, pourquoi ne pas regrouper des histoires, des belles histoires, pour nous laisser surprendre, pour nous laisser inspirer, et puis on verra bien où elles nous portent. Donc c'est pour ça que aujourd'hui j'ai réuni 4 personnes, Valérie, Tania, Pierre-Antoine et Édouard, et écoutez, on va leur donner la parole. Alors, dans un premier temps, je vais demander à chacun d'entre vous de faire une petite synthèse, un petit résumé de vos expériences. Et je me permets de commencer de façon tout à fait arbitraire par Valérie. Bonsoir Valérie. Alors à toi de nous expliquer, de nous dire en quelques mots de quelle expérience as-tu envie de parler ce soir. Alors, moi, je suis Valérie, je vis dans les Hauts-de-France. J'ai 53 ans et puis je suis maman de deux belles jeunes filles. Après 25 ans de carrière managériale au sein d'une grande institution, j'ai choisi de me reconvertir et de mettre mes compétences au service de l'humain. J'ai créé ma société d'accompagnement en octobre 2024. Je suis coach de vie et facilitatrice en intelligence collective.
Et puis, bah, 2 mois après le lancement de mes nouvelles activités, on me diagnostique un cancer du sein. Et je subis une mastectomie totale en janvier 2025, donc il n'y a pas très longtemps. Après les premières questions typiques du genre pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Je viens de créer, là j'ai autre chose à faire. J'ai très rapidement senti que cette opération, c'était une évidence finalement. Comme si je savais de façon inconsciente qu'il fallait que je vive cette expérience pour apprendre et pour dévoiler qui j'étais vraiment. Euh, C'était important pour moi de bien préparer ce qui allait arriver, cette opération, pour l'accueillir et l'accepter, tant sur le plan physique que énergétique et voire même spirituel. Alors, je parle spirituel, pas forcément de religion, mais d'une manière très globale. Et puis, bah, dans ma pratique, je connais l'influence des liens transgénérationnels sur nos propres vies. Et j'ai ressenti le besoin d'entrer en connexion avec ma grand-mère paternelle, qui est elle-même décédée d'un cancer du sein il y a plus de 22 ans maintenant. J'avais l'intime conviction qu'elle pouvait m'aider dans cette aventure. Sauf que bon, bah voilà, comment faire? J'avais jamais pratiqué ce genre d'expérience, c'est-à-dire bah, essayer d'entrer en contact avec une personne défunte. Euh, et puis, bah, je me suis fait confiance. J'ai essayé une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, bah, finalement, ça a fonctionné. Et j'ai fini par renouer avec elle. Alors, comment ça s'est produit? En fait, j'entendais des mots, je percevais des sensations. Et puis, en fait, mon esprit recevait directement comme des informations. Et durant 2 à 3 mois, eh bien, en fait, elle m'a accompagnée. J'ai discuté à 3, 4 reprises avec elle. Elle m'a communiqué des clés de lecture sur ma propre vie. Elle m'a partagé aussi une partie de son histoire, celle bien sûr que je ne connaissais pas. Et puis elle m'a ouvert forcément à une autre dimension, faite d'enseignements et de signes qui sont ce qu'on pourrait appeler plutôt invisibles. Et puis, dans toute cette histoire, quelques jours, enfin, ouais, quelques jours avant l'opération, j'ai senti en fait que mon inconscient me faisait ressentir que je n'allais pas revenir de cette opération. J'allais pas me réveiller après l'anesthésie. C'était très surprenant, ça ne m'effrayait pas. Et je commençais même instinctivement à réfléchir à l'après, qu'est-ce que je vais pouvoir, comment je vais m'organiser pour les filles, qu'est-ce que je vais pouvoir laisser à mon compagnon, enfin à ma maman, voilà. Et en fait, j'ai rapidement senti que je vivais ces jours juste avant l'opération, un peu comme une sorte d'entre-deux, mais ici sur Terre, complètement vivante, comme une espèce de MI, mais en étant bien présente. Et puis, j'avais pas peur. J'avais pas peur de la mort. Mais par contre, je m'interrogeais beaucoup sur la vie, sur ma vie. Je me demandais, est-ce que j'ai encore quelque chose ici à faire sur Terre? Est-ce que j'ai encore quelque chose à transmettre? Est-ce que j'ai quelque chose à créer ou à bâtir? Et puis, c'est grâce au dernier contact avec ma grand-mère que j'ai compris que la mort, c'était pas une fin, mais c'était une étape. Et que j'avais le choix de partir ou de rester. Un peu comme effectivement les personnes qui sont amenées à faire ce choix dans une expérience de mort imminente. C'est pas Christian. Voilà. Mais sauf que moi, j'étais ici sur Terre. Et ben comme vous le voyez ce soir, j'ai choisi la vie. Je suis bien là. Euh, D'abord pour moi, et puis ensuite pour mes filles et mon compagnon. Et puis aussi pour tout ce que j'avais finalement encore à transmettre et à partager. Euh, et dès lors que j'ai fait ce choix, j'ai vécu ensuite des jours un peu avant l'opération et après l'opération comme un espèce de passage initiatique bien plus que médical. Les croyances lâchaient et voilà, voilà, franchement, c'était juste incroyable, mais c'était vraiment initiatique et j'ai lâché des choses, voilà, que j'aurais jamais vécues autrement que par cette épreuve.
Merci Valérie. Bah, écoute, tu vas nous raconter la suite juste après. Pierre-Antoine, je te passe la parole. Est-ce que tu peux, comme l'a fait Valérie, nous dire un peu l'expérience qui t'a fait changer de regard, dirons-nous? Oui, très volontiers. En fait, là, quand tu m'avais posé cette question, je t'ai répondu qu'il y en avait eu deux. Je vais commencer par la première et puis on verra ce que ça donne. Je suis ingénieur, j'ai eu cette chance d'être très bien aimé, entouré, formé par mes parents. J'ai fait ingénieur, MBA, un petit peu tout ce qui était possible de faire, d'aller au bout de ce cursus à la fois universitaire et professionnel. J'ai passé une dizaine d'années dans des grands groupes, dans des grandes sociétés, françaises, suisses, américaines, un petit peu toutes les tailles. Et puis, au bout d'une dizaine d'années de salariat, j'étais arrivé un petit peu à bout de souffle. Enfin, ça, évidemment, je le dis a posteriori. À bout de souffle dans ma carrière, à bout de souffle dans mon couple de l'époque. Euh, et même si, je dirais, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, j'avais le bout, objectivement, dont j'avais toujours rêvé quand j'étais adolescent. Euh, et vraiment tous les critères de la réussite sociale. Euh, il s'est trouvé qu'en 2 semaines, j'ai eu un premier accident de voiture. J'ai démissionné, j'ai signé mon divorce et j'ai eu un deuxième accident de voiture. Donc c'est un peu comme un gros panneau stop que la vie m'a mis. Même moi à l'époque, j'étais capable de comprendre qu'il fallait changer quelque chose. Euh, mais il s'est trouvé que dans le deuxième accident de voiture, c'était pas suffisant de juste mettre ma vie en danger. J'ai fait un looping sur l'autoroute, donc on parle de voilà d'une jolie grosse voiture qui fait du 80 à l'heure sur l'autoroute et qui fait un looping un peu comme ça. Et au cours de cet accident, j'ai vraiment senti l'espace-temps se dilater complètement. Quelque chose qui a duré quelques secondes. Moi, je l'ai vécu dans un calme euh, littéralement olympien, c'est-à-dire vraiment une absence totale de peur. Et une voix qui me parlait dans ma tête et qui me disait tranquillement, Pierre-Antoine, tu vas avoir un accident, ne t'inquiète pas, tout va bien. C'est là que ça a démarré. Euh, donc la voiture, elle a monté comme ça, elle a tapé sur le côté, puis sur le toit. Donc là, les lunettes de soleil, le toit ouvrant, enfin, vous pouvez imaginer, hein. Et juste avant que ça tape le toit, j'entends protège ton visage. Et je fais ce signe, donc je lâche le volant. Je vous raconte quelque chose qui a duré vraiment quelques secondes, mais j'avais un temps, c'était vraiment fantastique. Et toutes les vitres explosent, et le fait d'avoir mis mes bras en croix et d'avoir protégé mon visage fait que je n'ai absolument eu aucune conséquence physique sur moi. Je peux me rappeler très précisément, avec des détails qui sont juste dingues, euh, du, de la voiture, des personnes qui conduisaient, qui font comme ça, parce qu'effectivement, une voiture qui fait un looping sur l'autoroute, c'est pas commun. Donc ils étaient un peu surpris. Et j'avais vraiment le full, comment dire, j'avais le spectre complet de leurs réactions, émotions, sensations. Et je suis sorti de ça vraiment, pof, 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 voilà. Ça s'est terminé. Donc évidemment, au CHUV, qui est l'hôpital universitaire à Lausanne, ils m'ont appelé enfin, j'avais pas mal de surnoms, celui qui fait des loopings sur l'autoroute, enfin bref. Mais j'avais vraiment strictement rien. Et je le raconte un peu, c'est un petit peu bête, mais chez moi, c'est ce qui a été un déclencheur assez important. C'est que peut-être 2 semaines après, l'assurance m'a remboursé intégralement le prix d'achat du véhicule. Et dans mon monde, c'était impossible que ça ne me coûte rien, qu'il n'y ait aucune conséquence physique. Et ça a ouvert la question qui m'a hanté de est-ce qu'il y avait une raison d'être en fait? Est-ce que ceci était fait pour m'arriver comme cela?
Qu'avais-je fait pour que ça se produise, si tel était le cas, et bref, est-ce qu'il y avait une intelligence ou quelque chose qui gouvernait pour que ça ne me coûte rien, parce que l'expérience qui avait été la mienne pendant une trentaine d'années m'avait montré qu'il fallait toujours beaucoup travailler pour réussir, et que quand ça ne nous coûtait rien, c'est qu'il y avait souvent un problème. Donc bref, voilà, ça a été un moment où je me suis dit, c'est pas possible. Et ça a été le début d'une grande plongée dans la découverte de la conscience. Suite à cet événement, et puis peut-être pour faire la liaison avec Valérie, puis je garderai la deuxième expérience pour un peu plus tard. Mais je me rappelle prendre les transports en commun. C'était à Genève, dans le tram. Et puis de me mettre à pleurer, c'était fou, pour rien. Sortir du tram, et puis ça allait bien. Puis je me retourne, et puis en fait, la personne qui était juste derrière moi pleurait, et je savais que c'était un chagrin d'amour. Et en fait, pendant plusieurs années, je me suis mis comme ça, sans le maîtriser, et j'ai appris à le faire par la suite, à vraiment ressentir de façon très très forte les perceptions, les émotions. Quelqu'un que je connais très bien m'a dit, mais s'il y a bien un endroit où tu peux trouver des réponses, va en Angleterre. Je lui ai fait confiance. C'était au Arthur Findlay College, qui est un endroit qui enseigne la médiumnité depuis une cinquantaine d'années. J'y suis allé sans savoir ce qu'était la médiumnité, et je suis ressorti avec des preuves de vie de mon père que j'avais perdu quand j'avais 20 ans. Et je suis devenu moi-même médium. Donc par rapport à ce que tu as vécu, Valérie, c'est quelque chose dont je peux témoigner à la première personne avec un nombre de contacts voilà, qui dépasse la centaine que j'ai fait personnellement. Et voilà, donc je peux témoigner que cette chose existe, qu'elle est réelle. On pourra discuter après de la continuité de la vie et de plein de questions que j'ai pu avoir. Mais voilà, ça a fait partie d'une grande dizaine d'années de quête spirituelle qui m'a laissé littéralement obligé de voilà, remplir la bibliothèque qui est là de toutes les traditions possibles pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la conscience, qu'est-ce que c'est que l'âme, qu'est-ce que c'est que la matière, l'esprit, comment éventuellement ces deux peuvent fonctionner. Évidemment, c'est une quête qui n'a pas de fin. Euh, je- je- la seule chose que j'ai compris, c'est que j'avais rien, pas compris grand-chose en tout cas. Mais après, je pense que la question de Christian sera sur qu'est-ce que ça a changé. Donc, je m'arrête là et je laisse la parole à Tania et à Edouard que j'ai très hâte d'entendre. À toi, Tania. Direct, Direct. direct, d'accord. Merci, merci Pierre-Antoine. Alors, c'est toujours difficile de savoir comment est-ce qu'on démarre, après ça va tout seul. Euh, Moi, j'ai une vie, je pense que j'ai une vie au service depuis toujours. Euh, Plus ou moins jusqu'à mes 40 ans, ça a été du service volontaire, mais sans m'épanouir moi ou sans me réaliser moi. Euh, C'était une vie de don, mais aussi de frustration. On a une impression de ne pas me réaliser moi à part en tant que maman, évidemment. Et puis, j'ai une vie qui est aussi jalonnée de mort depuis ma vraiment tendre enfance. Dans ma famille très proche, j'ai des gens qui sont décédés dans mes bras, de ma fratrie. Enfin, ouais, c'était une vie mouvementée. Et puis, j'ai pas eu, j'ai pas eu un mouvement de bascule qui est à retenir sur un temps très court, mais plutôt sur, je dirais, 3 ans. 3 ans où j'ai commencé à vraiment me poser la question de ma place ici. Un peu quand on arrive à ce middle age et qu'on se dit, mais and so what? Qu'est-ce que je vais en faire de ce truc? Et en fait, une de mes réponses a été la photographie, j'affectionne depuis très longtemps, vu qu'un de mes tout premiers
des tout premiers travaux que j'ai fait courtement, mais étaient quand même au service d'une grande photothèque, d'un grand danseur que tout le monde connaît. Et et il y avait ce truc de photographie, mais avec une impression que la photographie est réservée à un monde masculin, un monde de techniciens, des choses comme ça. Et puis j'ai trouvé un projet en 2015 euh, où je publiais via un site de photographe amateur en Pologne une photo par jour, mais la photo du jour, avant minuit, dans l'idée de créer vraiment une espèce de ligne du temps. On parle beaucoup du temps avec Christian, hein, mais de journal. Qu'est-ce que c'est 366 jours de photographie dans une vie? Et au fait, j'ai réalisé très très vite que je réapprenais à vivre, je réapprenais les saisons. La moindre chute de pluie, de neige, de vent était une occasion d'aller me rouler dans les champs pour découvrir comment tout se passait. Et j'ai réalisé que j'avais beaucoup de croyances sur je dois être au service d'eux. Et en fait, là, j'ai commencé à être au service de moi et de réaliser que la photographie me permettait de voir du beau tous les jours déjà, de créer du beau tous les jours hein, et d'en offrir. C'était une survie dans un moment où j'avais plus trop ma place comme enseignante. J'étais enseignante pendant 20 ans avec des adolescents qui avaient des parcours de vie très denses. Et puis, mais je sentais que c'était plus ma place. Et puis, un événement a été marquant en 3 ans après, ouais, en 2017 ou 2018. Des fois, je bug sur une date où je suis partie en voyage en Afrique et un des amis avec qui j'étais en Afrique est décédé dans mes bras en brousse suite à une noyade. Et ça a été quelque part le décès ultime pour me dire, mais où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais de ça? Et en fait, ça a été un décès très particulier parce qu'il y a eu un rapatriement officiel de l'État pour rapatrier toutes les personnes à qui j'étais. Et j'ai fait le choix de ne pas me faire rapatrier, de rester seule en Afrique, en me disant que j'avais déjà vécu en Afrique par ailleurs. Et je me disais que vivre un début de deuil en Afrique était beaucoup plus sain que de le vivre dans l'effervescence et de retourner au travail direct. Donc je suis restée j'ai été embarquée dans une maternité pour aller photographier des naissances et aller ensuite enterrer des placentas dans le jardin, ce qui faisait ouais, un delta énorme de, entre la vie qui part et la vie qui vient et le lien qui est entre les deux. Et ça m'a décidé vraiment de me dire, mais je dois photographier. Je dois photographier des gens. Qu'est-ce que je vais photographier? Je sais photographier beaucoup de choses. J'aime énormément de choses en photographie, mais j'ai besoin de ce lien humain, donc je dois être au service. Et à cette époque, je ne savais pas encore comment, mais ça s'est construit petit à petit. Merci Tania, et tu nous diras la suite, bien évidemment, juste après. Édouard, à toi de finir cette brochette. Bonsoir à tous. Merci Christian de nous accueillir et de pouvoir partager ce genre de moments, de pépites de vie que j'ai aimé nommer des shifts dans nos vies. Moi, il y en a un majeur qui s'est passé. J'ai eu une enfance euh, avec une maman très aimante, très protectrice, et l'image d'un père qui n'était pas le mien, mais que j'ai cru à 100% être le mien pendant mes 5 ans où j'ai eu énormément de présence et d'amour, de joie de vivre, d'aventure, de douceur, voilà, tout ce qu'un enfant en très bas âge peut absorber comme amour d'un père. Et à 5 ans, la relation entre ma maman et cet homme qui n'était donc pas mon père se dégradait. Et pour prendre soin de moi, ma maman est venue me chercher à l'école. Et je n'ai pas pu revoir Eric du jour au lendemain. Et j'en avais pas compris l'essence et les considérations que les adultes peuvent avoir dans
dans leur cheminement. Et là, ça a été l'ouverture d'un deuil, en fait, que je n'ai finalement pas pu exprimer parce que ma maman n'était pas, enfin, était de nouveau avec mon père cette fois-ci. Et ce deuil, je l'ai fait du coup seul, en silence. Et ça a démarré une dépression que évidemment, je ne savais pas que j'étais dépressif à ce moment-là. Puisque c'est un peu comme un enfant, enfin un poisson dans l'eau, il ne peut pas savoir qu'il est dans l'eau puisque c'est son environnement. Et donc j'ai été dépressif toute ma vie. C'est un combat au quotidien. Ça a beaucoup mieux, certainement encore plus depuis 2 semaines, mais voilà, c'est un autre chiffre mais que je ne vais pas élaborer ici. Euh, mais ce qui s'est passé dans ces recherches de sens et de compréhension du monde dans lequel nous sommes, de manière très autodidacte, j'ai exploré, j'ai été un grand rebelle à essayer de démonter tous les systèmes de croyances, de pensées qu'on voulait nous imposer en tant qu'être humain et certainement en tant qu'individu. Euh, j'ai été explorer aussi les psychédéliques en 2013. Ça a été une voie. Alors j'étais tout à fait contre. Et comme j'ai toujours douté de moi, puisque à 5 ans, je n'avais pas retrouvé mon paternel qui met le cadre et qui donc du coup peut valider un enfant dans son cheminement ou à l'inverse lui mettre les repères que je n'ai pas eu. Donc du coup, j'ai toujours douté aussi de mes propres croyances. Et un jour, un ami me propose de faire une séance de psychédélique. Et j'étais contre parce que je voyais toute cette jeunesse dorée qui utilisait cette médecine qu'aujourd'hui je considère comme médecine pour s'envoyer en l'air et avec aucune conscience. Et ce moment-là, quand je vais le nommer, c'était avec Nicolas euh, dans une bienveillance totale entre hommes. Je fais un voyage qui m'a amené aux frontières de ce que, de nouveau, j'aime toujours douter, mais de ce que j'ai vécu comme réel, de matériel, où j'ai été transcendé par l'information à son plus pur état, quoi, qui n'est pas nommable, où je me suis retrouvé dans le grand tout ou dans le grand rien, puisque finalement l'identité se dissout à cet endroit-là aussi. Et donc j'étais dans la bibliothèque de l'essence, quoi. Et en fait, à ce moment-là, rempli d'amour, de reconnecter avec ce père que j'avais perdu finalement dans mon personnage d'Édouard, mais j'ai pu le retrouver en moi. Et, euh, et le temps, tout à l'heure, Pierre-Antoine, tu parlais du temps qui s'arrête. Alors, enfin voilà, chacun a sa compréhension. Moi, j'ai vécu l'éternité, mais l'éternité passe en un instant. C'est à la fois le tout et à la fois, ça dure le temps de le dire. Et puis on revient et on vient rejouer la partie parce que ben, Valérie en parlait, c'est aussi un choix qui est proposé à, je crois, à chacun d'entre nous de venir jouer la partie et de savoir qu'on est venu pour apprendre des choses. Et donc depuis 2013, j'ai cultivé cette curiosité-là et toujours à démêler le transgénérationnel. Donc j'ai pu faire du transgénérationnel jusqu'au 15e siècle. Et je vais terminer avec ça. La semaine prochaine, c'est le décès du coup de mon père biologique il y a 10 ans. Et j'ai pu retrouver dans ce travail transgénérationnel un petit village qui s'appelle Mondron en Espagne, donc Mondron. Et j'y vais avec ma maman. Et donc ça va être un moment important pour moi de pouvoir aller célébrer mon père qui est toujours bien là en moi et avec ma maman en Espagne à l'origine de mon nom, de notre nom, Mondron. Voilà, avec ça j'ai dit. Très belle conclusion, Edouard. Merci beaucoup. Alors maintenant, c'est le moment que j'aime à citer comme étant le moment flou de l'émission, à savoir que je vais vous demander finalement à chacun d'entre vous ce que ça a pu changer dans votre regard, dans votre rapport aux autres. Et donc là, je vous invite à croiser vos questions. Et même dans le public, bien évidemment, si certains d'entre vous veulent prendre la parole pour poser une question, en particulier ceux qui peut-être ont déjà déposé un récit, il y en a quelques-uns, donc n'hésitez pas.
Et ben, je vais te redonner la parole, Valérie, toi qui as commencé la première. Et peut-être ce qui serait intéressant, c'est que pour expliquer ce que ça a changé chez toi, c'est que peut-être tu expliques pourquoi tu as choisi de donner en fait comme titre à ton carnet le mot dévoilé. Donc, les trois autres, bien évidemment, vous aurez la même question, si je puis dire, mais ça peut être le bon point d'entrée. Pourquoi as-tu choisi de nommer ton carnet de l'entre-deux dévoilé? Voilà. Euh, il faut savoir que Christian nous invite à la fin du dépôt du récit. Moi, je ne savais pas au départ, mais il me dit, si tu avais un mot à dire. Et en fait, effectivement, naturellement, c'est venu dévoiler. Parce que, en fait, ce que cette expérience, elle a eu chez moi, c'est qu'elle m'a permis de dévoiler qui je suis, essentiellement mon cœur. Euh, Ça a eu cette expérience-là, en fait, c'est pas comme si c'était vraiment quelque chose qui arrivait à un instant T. C'est vraiment quelque chose, un peu comme Tania, en fait, je sens qu'il se profilait depuis plusieurs années. Et la seule chose, c'est qu'elle a permis un coup d'accélérateur. Et moi, elle m'a permis de dévoiler le regard sur moi, sur mon corps, sur ma féminité, en fait. Parce que finalement, le fait d'enlever quelque chose, donc notamment une partie pour une femme très intime, hein, qui fait normalement partie de sa féminité, etc. Moi, le fait d'enlever ce sein, finalement, il a révélé plus de beauté. Et franchement, je me regarde dans la glace, je me trouve plus belle qu'avant. Enfin, déjà, en fait, je me trouvais pas, j'ai jamais pu me regarder vraiment et me trouver belle dans une glace. Bah, aujourd'hui, je peux le faire. Donc ça, c'est un truc extraordinaire déjà. Euh, et puis, bah, forcément, ça fait une petite quinzaine d'années maintenant que je m'intéresse à tout ce qui est le subtil, l'invisible. Je travaille sur les liens transgénérationnels, etc. Donc, voilà. Ce qu'a dit Edouard, forcément, ça me touche. Mais, et donc là, ça a révélé chez moi, ça me donne des capacités de connexion encore plus fines que ce que j'avais avant. Je le vois tous les jours, je l'expérimente de plus en plus. Et ça, c'est incroyable. Et puis, ça me donne des autorisations que je n'avais pas avant, notamment le côté artistique. Moi, j'étais quelqu'un de très, très carré pendant une quarantaine d'années. Voilà, faut rentrer dans le cadre, etc. Et à aujourd'hui, bah, voilà, j'ose exprimer des choses euh, de l'art euh, qui me semblaient complètement inatteignables avant. Voilà, enfin, je me suis même mis, enfin, il va probablement sortir normalement un livre photo sur toute cette histoire-là, par exemple. Voilà. Bon. Et puis forcément le professionnel qui change beaucoup. L'accompagnement, il me permet de dévoiler encore plus euh, ce que les autres personnes peuvent avoir chez elles dans leur cœur. Et du coup, je porte un regard beaucoup plus doux sur le monde et ce à quoi on est confronté en ce moment. Moi, j'ai une intime conviction que l'humain peut vraiment sortir de très très belles choses de lui. Voilà, c'est pour ça, dévoiler. Est-ce que vous avez des questions à poser éventuellement à Valérie ou qui avez lu son livret? Pas tout de suite, ou vous voulez qu'on continue en fait dans l'énumération des différents carnets? On continue alors. Alors, et Antoine, toi, tu es un rebelle en fait. Parce que toi, quand je t'ai demandé un verbe pour nommer ton livre, tu m'as dit non, non, moi je voudrais nommer Reflet d'âme. Donc tu as été le premier livret qui ne porte pas un verbe en fait. Voilà. Alors, je crois que si j'ose, tu m'as dit rebelle, donc rebellon. Il y avait aimé au début. Et en fait, je trouve que le plus important pour moi, c'est le reflet d'âme, en fait. Je vois qu'il y a Alessandro Ruy qui a le lac et les montagnes. Et je trouve que une des quêtes qui a été la mienne, c'est d'arriver à apaiser ceci qui dit je en permanence. Je suis, j'aime, je veux.
Je peux. Et en fait, je crois que la clé, c'est toujours difficile de dire là, mais en tout cas, une des clés qui me semble les plus importantes, c'est d'arriver à comprendre quel est le processus qui dit je, euh, qui nous donne le sentiment de mourir, de naître. Bref, il y a une grande, grande question qui commence à partir de là. Et pour moi, il y a une question dans Reflet d'âme d'aller interroger la nature du jeu, la nature du soi. Et donc, pour moi, c'était important que ce soit dans le titre, en fait. Voilà. Euh, En fait, je voulais t'interrompre tout à l'heure, Édouard, et je le fais maintenant, mais on est le 19 mai aujourd'hui, et demain, c'est l'anniversaire de la mort de mon père. Euh, il est mort le 20 mai 2000. Quand il est mort, j'avais 21 ans. Voilà, il m'a accompagné jusqu'à l'école d'ingé. Enfin bref, il a vu ce qu'il y avait vu ce qu'il y avait à voir et il m'a laissé vivre. Et il a continué de m'accompagner là-haut ou depuis à côté. Euh, et je trouve que depuis qu'on se parle, Tania, Valérie, Edouard et enfin, tous les quatre, il y a vraiment quelque chose d'assez étonnant autour de la mort, autour d'enterrer des placentas, enfin des trucs que j'avais jamais entendu avant, quoi. Et je trouve que c'est important aussi de se dire que ouais, il y a des choses qui se produisent. Il ne s'agit pas d'être spectateur dans une sorte de négation de rien, en fait, ni des passions, ni de l'émotion. Je suis vraiment le dernier à parler de supprimer l'ego, maîtriser les émotions. Ça, vraiment, c'est quelque chose, je crois que on n'a plus besoin de le dire, mais au cas où, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est en tout cas pas ma philosophie. J'aime la vie dans ce qu'elle offre, et dans ce qu'elle offre, il y a l'autre côté. Il y a la souffrance, la vieillesse, la maladie et la mort. Et c'est pas quelque chose à nier, c'est souvent quelque chose qui est un très très grand enseignant, un très très grand point d'appui pour se relever, pour progresser, pour apprendre. Parce qu'il faut quand même que je réponde à la question, j'ai un côté un peu scolaire. Qu'est-ce que ça m'a appris? Ben, je dirais à pas voir l'échec, le deuil, la souffrance comme des punitions ou comme des maladies, mais vraiment comme des occasions d'apprendre, des occasions de réaliser, de comprendre. Et qu'est-ce que j'ai gagné? Alors ça va paraître extrêmement arrogant, mais voilà, mais j'étais extrêmement arrogant encore plus avant. C'est l'humilité en fait, c'est vraiment une humilité, une tendresse, une patience que j'avais pas du tout objectivement avant. Ma vie était faite de performance, de compétition, pas forcément à mal en fait, hein. J'ai fait des choix dans ma vie guidés par la morale qui m'avait été enseignée et transmise par ma lignée. Mais là maintenant, depuis, il s'agit d'utiliser ce temps qui est précieux à faire des choses qui soient utiles, qui soient bonnes pour nous, bonnes pour le monde, bonnes pour les générations à venir. Et ça, vraiment, ça fait partie ouais, je dirais, entre quelque chose de l'ordre de la patience, de l'humilité, et puis quelque chose autour de l'utilité. Voilà, ce sont deux choses que j'aimerais répondre à ta question, Christian, qui est quand même très vaste. J'ai envie de te demander, est-ce que selon toi, l'accident que tu as eu ou les accidents que tu as eus finalement ont permis l'apparition de cet état d'esprit que tu as aujourd'hui? Est-ce que finalement il ne serait pas arrivé sans ces accidents? Alors, ma première réponse est non, mais je crois que c'était Valérie, tu parlais d'accélérateur. Je pense qu'il y a quand même quelque chose. Il y a un effet d'accélération qui est dingue. Euh, Tout ce qui est clairaudition, clairvoyance, euh, ça, j'avais pas avant, clairement. J'ai passé 10 ans à absorber des concepts philosophiques et métaphysiques que je ne... Je lisais un livre et en fait, il y a quelques copains qui me voyaient gratter des papiers dans des trucs et remplir des choses, ça venait vraiment
pas de moi ou des lectures en fait. J'étais vraiment un canal à cette époque-là. Et ça a duré une dizaine d'années, jusqu'à la naissance de ma fille à peu près. Où là, on a fait le choix avec mon épouse de l'accompagner dans la chair, de quitter un peu euh, cette fascination que je pouvais avoir ou que nous pouvions avoir pour l'esprit, et pour redonner de l'amour, de la joie dans la vie, dans la carne, dans le corps. Donc, est-ce que ça aurait pu arriver? Honnêtement, je pense pas, parce que dans cette proportion-là, dans cette intensité-là et à ce rythme-là, je peux pas te répondre, Christian, Non, non, mais non, je non, mais pense ma que question est non. forcément biaisée parce que je connais la réponse. Et Mais puis j'ai peut-être que oui, mais j'ai pas de vie pour comparer, donc voilà, je peux parler que de celle-là. on peut se poser ce genre de questions alors on sait très bien que la réponse est différente, naturellement. Tania, alors, oser, oser quoi? Tu nous as mis l'eau à la bouche tout à l'heure, mais on veut savoir ce que tu as osé faire. Hmm. C'est un mot qu'on, c'est un mot qu'on voit partout maintenant, hein. Euh, bon, moi, j'aime beaucoup ce plongeur de l'équipe suisse qui ose son saut. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas osé. Euh, je pense que la photographie m'a permis de voir du beau, d'expérimenter le beau partout, qu'il se soit au travers d'une macro-photographie, d'une goutte d'eau, ou de l'âme de quelqu'un quand je le photographie ou quand je la photographie. Et puis au fait, à un moment donné, j'ai réalisé que n'étais plus en accord, hein, probablement avec une question de valeur, hein, dans ce que je faisais, puisque je ramenais à la maison un paquet de mauvaise énergie, un paquet d'agressivité qui, évidemment, comme on le sait, se retourne jamais contre les bonnes personnes. Euh, et puis, en une soirée, j'ai décidé de tout quitter sans aucun filet de sécurité pour faire de la photographie. Et de cela est né un nouveau métier qui s'appelle la sociophotographie, qui est un mot qui ne vient pas de moi, qui vient d'une amie avec qui je travaille, mais qui n'existe pas, mais qui travaille, qui parle des espaces de photographie qu'on peut effectuer dans des périodes de transition, de fragilité, de maladie, d'accident. Et en fait, j'ai combiné deux métiers, le métier de coach pour lequel je suis formée, le métier de photographe pour lequel je ne suis absolument pas formée, mais je me sens parfaitement valide dans ce que je fais. Et puis j'accompagne des gens sur leur regard sur eux, le regard sur soi. Et j'accompagne un peu trois types de populations. J'accompagne des adolescents en milieu scolaire. J'ai été enseignante longtemps, donc je connais très bien ce milieu-là. Et j'accompagne des adolescents qui se posent la question de où est-ce qu'on est à la hauteur, quand est-ce qu'on peut se considérer juste en justesse et prendre notre place en justesse dans cette vie, qui se posent évidemment des questions par rapport aux réseaux sociaux. J'accompagne des personnes que je vais dire ordinaires. Elles ne sont pas ordinaires en soi, mais ordinaires dans le sens où leur, leur point, leur point commun, peut-être que vous en êtes de certains ou pas, ce sont les adultes qui disent je ne suis pas photogénique. Ce qui est une croyance qui, à mon sens, n'existe pas. Je n'ai jamais eu quelqu'un de non photogénique devant mon objectif. Et puis, j'accompagne, ça c'est la grande partie de cœur, des personnes qui ont été touchées par des cicatrices visibles ou invisibles. Alors, invisibles, on pourrait tous venir faire de la sociophoto, parce qu'on est tous évidemment touchés par des épreuves. Parfois, c'est des cicatrices liées à des abus. Est-ce que ça se voit sur moi? Parfois, c'est lié justement à un accident de voiture lorsque je perds l'usage d'une partie de mon corps, lorsque je suis amputée d'une partie de mon corps, comment je me vis moi-même, mais comment je me vis au milieu de ma famille, comment je vis mon intimité, comment je
comment je raconte parfois la maladie à mes enfants, comment j'envisage la suite quand on ne sait pas comment on peut l'envisager justement. J'accompagne notamment depuis 2025, janvier 2025, des Grands Brûlés, donc une année avant l'accident de Crans-Montana. Et comment je vis dans une question comme la brûlure du visage, mon accès aux espaces publics. On se rend compte avec cet accident que on a presque, en tant qu'adulte, jamais rencontré de personnes brûlées. Alors qu'en France, les chiffres sont effarants, c'est 10 000 personnes par année. Et ma question, c'est où sont-elles? Pourquoi est-ce qu'on a des endroits où on n'ose plus se rendre en tant que personne, donc on n'ose pas prendre, on ne peut plus prendre notre place en justesse. Et pour répondre à la question de qu'est-ce que ça m'a apporté, c'est un travail en effet miroir, bien évidemment. Alors je pense, mais c'est aussi un travail de très longue haleine, c'est un espace de pacification, vraiment. Et à tous les niveaux de mon histoire, qu'ils soient familiaux, transgénérationnels, par rapport aux décès que j'ai vécu. Euh, et puis, ça me permet, je crois que c'est Valérie qui disait ça avant, de relativiser beaucoup de choses et de me dire que si déjà on peut se pacifier soi et permettre des pacifications, le monde n'est jamais fini. Le monde n'est jamais fini. Et pour moi, il y a vraiment à apporter ce que ce ce que j'ai découvert, c'est vraiment cette capacité de prendre ma place en apportant du beau, que ce soit par des projets de photographie artistique ou par des accompagnements, et puis d'apporter des formes de pacification. Très bien, Tania. Édouard, donc, l'homme qui nous fait vibrer. Ah bah, on est tous vibration. Euh, Pourquoi ce titre? Je pense que j'avais hésité avec Oser aussi, donc merci Tania pour l'avoir pris. Euh, Vibrer, il est venu avec un peu de mental derrière. Ben, la musique, elle est entre la note et le silence. Et entre le un ou le -1, il y a le zéro qui crée aussi la stabilité et l'équilibre de la vie. Et c'est aussi un petit peu comme, je pense, la vie et la mort. Tout à l'heure, Pierre-Antoine, tu parlais, ça m'a fait... Enfin, je pense que la vie est une grande cérémonie pour préparer la mort. Le fameux Rest in Peace qu'on voit sur toutes les tombes, enfin, le corps, il est déjà raide. Il n'y a pas besoin de le redire encore. C'est plutôt sur l'esprit. Et je crois que là, il y a tout le travail, en tout cas qui est le mien aujourd'hui, et que j'ose aujourd'hui en faire un travail professionnel, parce que bon, on peut vite être perché quand on parle de vibration et qu'on est tous fréquences et tout ce qu'on veut. Mais je pense que ce travail d'être dans les ombres et donc dans ce néant et donc dans moins d'informations, euh, je crois que notre travail sur Terre en ce moment, c'est de pouvoir remonter dans ces fréquences pour retoucher à un état d'une fréquence, une autre fréquence vibratoire. Et ça demande, ben, je crois, un travail psychologique et spirituel de transgénérationnel pour remettre en conscience ce qui a été oublié et dans le néant. Et donc, je pense que c'est une danse, la vie est une danse entre ces vibrations. Et en tout cas, c'est comme ça que je cherche à l'incarner, c'est de pouvoir accueillir mes ombres, aller les voir, oser aller les voir, les miennes, mais celles que j'ai prises aussi de ma famille. C'était pas, je pense peut-être que ça l'était volontaire, mais en ayant fait ce travail, ben, je me libère. Et en fait, en me libérant, ben, c'est les poids qui tombent au sol et je monte en fréquence, ce qui me permet du coup de recevoir de l'information. Peut- je ne sais pas si c'est médium, je n'ai jamais eu cette clairaudience, ou en tout cas, je ne l'entends pas comme ça, mais je reçois une information de cœur et souvent ça me guide à travers l'action. Et, euh, et pour conclure, on peut,
ça peut être très conceptuel de vibrer dans un monde matériel comme le nôtre. Et je crois que le travail, c'est de pouvoir être dans cette haute vibration et venir s'incarner dans le corps, euh, dans la jonction du cœur que le Christ, je ne suis pas religieux pratiquant, mais je comprends le côté christique de l'énergie du cristal qui fait passer la lumière et donc l'information pour revenir dans le corps et ancrer dans la matière et être au service voilà, non pas de mon petit ego qui aimerait bien s'amuser à faire tout ce qu'il a envie de faire sur Terre, et aussi, mais d'être au service des autres, de l'humanité qui avance sur son chemin, et ce qui sera, sera. Voilà, C'est- il n'y a pas d'objectif à remplir, il y a juste à vibrer. Est-ce que certains d'entre vous ont envie de poser des questions? Et je m'adresse aussi au public. Alessandro, peut-être toi qui es déjà passé dans la clairière, est-ce que tu as envie de réagir sur ce que tu as entendu? Je te prends à froid Si, là. si je voulais t'embêter, je dirais non. Oui, très bien. Ça veut dire que tu es totalement... Après, si tu me donnes la parole, faudra m'arrêter, donc c'est ça le problème. Lâche-toi. Ouais, non, Oui, parce qu'en fait, c'est plus un ressenti qu'une question, c'est que je trouve, j'avais été frappé lors de notre premier échange à quatre, de l'espèce de lien qui était créé entre les quatre personnes, et j'ai senti, on va dire, peut-être subjectivement, mais un même type de lien qui s'est créé entre vous quatre, Valérie, Tania, Pierre-Antoine et Edouard. Et donc, je trouve ça assez, qu'est-ce qui nous relie, puisque c'est ta question. Question, on sait toujours pas, mais on est moins divisé, donc c'est déjà la belle opération. Derrière à 8 bientôt, c'est cela? Exactement. Et donc, de cette multiplication, ça va être extraordinaire. Alors, moi, j'avais pas de questions en particulier. Je trouve plutôt, j'apprécie de pouvoir me taire justement et de faire l'exercice d'écouter des personnes parler, en fait, ce qui est plutôt rare chez moi. Donc, je vais me retaire. Bon, non, très bien. Moi, Oui, Christian, je allez-y. veux bien réagir à ce que vient de dire Alessandro parce que je trouve que c'est réel. Pour faire l'émission La Clairière, voilà, on est invité effectivement à lire les récits déposés des trois autres personnes. Et c'est juste, enfin, je ne sais pas du tout si c'est arrivé à Tania, Pierre-Antoine et Édouard, mais moi, en lisant leurs récits, enfin, j'avais l'impression de lire une partie du mien, quoi. C'est juste incroyable. Tania, quand elle parle de blessures, bah moi, je regarde la mienne. Je me dis, waouh, c'est vraiment ça. D'ailleurs, merci Tania, parce que je viens de réaliser aussi que euh, moi aussi, j'ai fait ce passage entre la mort et la vie, parce qu'en fait, j'ai donc la grand-mère paternelle dont je vous parle et avec qui je suis entrée en, en lien pour cette épreuve. En fait, elle est décédée un mois et demi avant, enfin à peine, même pas un mois avant la naissance de ma première fille. En fait, j'étais enceinte, elle est décédée. Et elle m'a laissé une jolie lettre à la fin en me disant j'ai tenu le plus longtemps possible que je pouvais, mais je suis trop fatiguée, je peux pas attendre la naissance de Marianne. Et, et j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de particulier. À l'époque, j'étais pas du tout connectée à ces subtilités-là. Euh, mais j'ai toujours su finalement quelque part qu'il y avait une espèce de continuité entre elle partait et ma fille arrivait. Et merci parce que du coup, quand tu as évoqué tout à l'heure le placenta et ton ami qui était parti en même temps, je me dis ouais, en fait, c'est que ça, c'est que du passage vie-mort et c'est beau en fait. Enfin, c'est voilà, même si parfois ça peut être triste et parfois pas évident à vivre, mais oui, il y a des très belles choses. Donc oui, c'est des histoires qui relient. Waouh. Enfin, moi, je pensais pas à ce point-là. Voilà. Donc, C'est merci Christian de nous permettre de vivre ça. ici pour rien, hein. Mais
C'est intéressant parce qu'on pourrait discuter. Moi, j'organise enfin beaucoup, j'organise des ateliers socio-photo pour différentes personnes. Pas toujours dans la maladie, il y a aussi des gens qui veulent réfléchir sur eux. Et en fait, les groupes ne se forment jamais au hasard. Et on a des échos. Quand tu parles de ta grand-mère, ma grand-mère est décédée 2 mois avant la naissance de ma fille aînée. Donc ma fille aînée porte son deuxième prénom. Et puis quand Moi j'écoute aussi. Pierre-Antoine, je me dis, ben moi, mon grand-papa, aujourd'hui, c'est le jour de son décès. C'est aujourd'hui le 19 mai. Et en même temps, Pierre-Antoine, il a choisi Reflet d'âme. Et Reflet d'âme, c'est le nom de mon entreprise. Donc je me dis, mais effectivement, il y a un lien. Et en fait, ce qui est intéressant, je trouve, cette compréhension du un et de la reliance fait qu'au fait, ça permet de quitter nos croyances de solitude et de solitude, notamment aussi dans l'épreuve. On se rend compte, si on tout prend même un échantillon de 100 personnes, que les épreuves font partie de nos vies, elles sont constitutives. Elles sont parfois immenses, mais là-dedans, on est tous unis quelque part. On a vraiment ces champs de connexion un petit peu à la manière des champignons qui créent leur champ de connexion sous la terre et il se passe toujours quelque chose, quoi. Moi, j'ai Ah, juste envie de nommer alors l'anniversaire de ma grand-mère aujourd'hui, la mère de ma maman, qui a 97 ans. Et donc, voilà. Ça me fait plaisir de pouvoir l'honorer. Ça a été une femme très très discrète toute sa vie, qui a été aussi sous emprise de son mari. Et donc, dans ce dans ce grand jeu familial, voilà, j'honore Rachel. alors, dans les entretiens individuels que nous avons eus, je pose toujours cette dernière question finalement. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de dire au monde de ce que vous avez vécu? Non pas comme des gens différents, mais simplement comme partage quand- pour en parler à des gens qui ne vous connaissent pas et qui aimeraient peut-être entendre quelque chose qui va peut-être les toucher, plus que le simple récit de vos histoires. Qu'est-ce que vous avez envie de propager, si je puis dire? Bah, moi, ça sera probablement de travailler l'acceptation et de vraiment vivre l'instant présent. Elle l'a très très bien dit, Tania, avec le fait d'aller à la rencontre du beau et de prendre une photo. Euh, Moi, j'inviterais presque à ça, effectivement, tous les jours, juste de voir ce qu'il y a de beau dans l'instant présent, de ce qu'il y a à vivre. Les garçons, Je vais rebondir sur ce que Pierre-Antoine a dit tout à l'heure, de manière plus... alors ça devrait être... C'est assez passif comme énergie dans ce mot, et en même temps, elle peut être aussi active, mais c'est l'humilité. Il y a beaucoup, dans ma vie, j'étais très curieux, mais plutôt à essayer de me débattre de mes schémas de me faire croire que je comprenais ou que je savais des choses. Et en fait, plus en fait, je me posais des questions à déconstruire nos systèmes, et en l'occurrence les miens et puis mon personnage, mais plus en fait, je me suis laissé surprendre par la vie et en étant surpris. Et donc humble, même si c'est un terme qui est difficilement portable, je trouve, hein. Vous comprenez la finesse du terme. Se dire humble, c'est quand même vachement arrogant, mais, c'est une quête active dans cette disponibilité à être surpris par la beauté, voilà, par l'autre, par les cicatrices, les blessures, et puis aussi la joie. J'ai envie de terminer avec ça. Soyons joyeux, c'est beau d'être en vie, et d'autant plus quand on est privilégié comme nous à être connecté dans des zooms, à avoir de l'eau dans notre robinet. Et voilà, il y a plein d'autres personnes dans le monde qui n'ont pas cette chance-là aujourd'hui. Et merci à ça, merci à vous et merci à tout le monde qui est en chemin.
On arrive à la fin de l'émission. Pierre-Antoine, Tania, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit? Je crois qu'il y a Alessandro qui voulait. Vous voulez parler? Il a promis de se taire, non? Et il veut plus se taire. Il ne veut plus se taire, alors on lui laisse la parole. Je veux plus me taire et j'ai noté cette phrase dans une chose qui m'a vraiment frappé. C'est que j'ai entendu d'une personne qui est en contact, d'après ce qu'elle dit, avec son ange. Et donc, quand son ange lui a dit cette phrase que j'ai pris en pleine poire et qui rejoint ce que vient de dire Édouard, donc je voulais vous la partager avec vous, il dit le contraire de la vérité n'est pas le mensonge, le contraire de la vérité, c'est la division. Et moi, je l'ai pris vraiment en pleine poire et je ne ferai pas d'autres commentaires que de vous laisser y réfléchir à quel point on est chaque fois finalement, alors que j'aspire au 1 aussi, hein, comme dirait Edouard tout le temps, et qu'on se fait rattraper, bah, notamment avec l'actualité, avec tous les fanfarons qui racontent n'importe quoi en politique, machin, en tout cas, à titre personnel, ils ont la capacité de m'agacer à un point. Ben voilà, la division a déjà gagné. Le grand diabolos, le diviseur, a déjà gagné. Dans mon indignation, je divise au lieu de réunir. Voilà, je voulais partager ça avec vous. D'où le sens de la question, qu'est-ce qui nous relie en fait, sur laquelle il faut mettre toute notre Il énergie, nous relie. essayer de comprendre pourquoi il y a des choses qui nous divisent. Et on sait ce Si, qui... si Christian, je il peux y a une autre. continuer, Ah oui, voilà, vas-y. Pardon, vas-y Pierre. ouais, volontiers, entre Édouard et sans. J'aimerais bien prendre la suite. Je vous ai dit qu'il y avait deux expériences, j'en ai raconté qu'une. Et Juste, dans les choses. attends, ah, permets-moi cette interruption. Ça fait juste 1 heure que nous parlons, donc effectivement, il y a certaines personnes qui s'étaient quelque part engagées à rester 1 heure, elles le font. Donc si certains d'entre vous veulent quitter l'émission, ils le font, mais nous continuons, on continue l'enregistrement. Voilà, je voulais juste être en phase avec chacun Gardien du temps. par rapport à notre engagement. Je te rends la parole, Pierre-Antoine. Donc ta question juste avant, c'était qu'est-ce qui vous met en colère? Sandro aussi parlait du diabolos ou de la division. Euh, Moi, je pense que ça fait partie des choses qui m'agacent. Que Dieu soit le plus grand criminel de l'histoire, qu'au nom du bien, qu'au nom de la vérité, on se mette à s'entretuer. Euh, Là, il y a quelque chose de vraiment faux, en fait, qu'il faut vraiment, je crois, pas combattre, mais il faut dire. Et c'est un petit peu l'objet de ma deuxième expérience. Euh, Donc après voilà, quelques années, j'ai beaucoup pratiqué et je pratique encore une méditation qui s'appelle Vipassana. Et c'était ma troisième, donc c'est des blocs de 10 heures de silence par jour pendant 10 jours. Et c'était le troisième, et puis c'était peut-être le troisième jour, enfin bref, voilà. Mais j'ai eu tu parlais, Edouard, tout à l'heure d'un instant qui dure une éternité. Je ne saurais pas dire vraiment combien de temps ça a duré, mais une espèce de dissolution comme ça, totale, dans l'amour, dans la lumière, juste de m'y remettre dedans, ça me fait pleurer, quoi. Et ça existe. Et ça existe, et c'est pas lié à un culte, c'est pas lié à des mots, c'est pas lié à qui on est, en fait. C'est vraiment à l'intérieur de nous, c'est pas ce qu'on pense, c'est pas ce qu'on croit, c'est pas ce qu'on a lu, ça n'a rien à voir. Et tous les mystiques, tous les initiés, tous les saints ne cessent de dire, de redire la même chose. Et moi, ça a duré le temps qu'il a fallu, mais ça existe, c'est vrai. Et il faut le dire. Ouais, c'est important de le dire. Euh, et ça sert à rien de se battre avec un petit livre dans la main en disant c'est moi qui ai raison et donc du coup c'est toi qui as tort, quoi. Et ça, c'est vraiment important. Je crois que c'est, c'est pas la bonne voie, en fait. L'orgueil, la vérité, tout ça, tout ça.
c'est pas le bon chemin. Merci de ton courage, Pierre-Antoine. Tania, tu voulais prendre la parole. Ouais, je suis un peu dans cette continuité-là. Euh, Si j'écoute tous nos récits, ils ont tous passé par des moments douloureux, d'épreuves, même sur la grande longueur. Et au fait, on voit ce qu'on peut tirer de ça. Et moi, je trouve ça absolument dingue. Et pour moi, donc, le mot ouais, qui m'anime, c'est le fait de se pacifier. Et je me suis vraiment posé la question dans le cadre de différents projets photographiques que j'ai en cours sur ce qui nous reliait les uns aux autres. Et, je pense qu'on a souvent voulu se relier par l'argumentation, par la vérité qui est toujours... la vérité, elle appartient à chacun en fait, par la connaissance, parfois pour certains par les richesses. Et le sentiment que j'ai en entendant les gens, c'est que ce qui nous relie le plus en fait, c'est nos douleurs, c'est nos cicatrices. Et du moment qu'on arrive, pour moi, c'est un petit peu le retour à, non pas à une vérité, mais à l'authenticité. C'est-à-dire que du moment que je me retrouve autour de la table, avec, en ayant conscience des douleurs des uns et des autres, déjà je vais réaliser que souvent elles font écho chez moi, qu'on est pétri des mêmes douleurs et qu'à partir de là, on peut être à la même table et on peut avancer ensemble. Et donc là, il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus d'enjeu d'argumentation, il n'y a plus d'enjeu de vérité. Est-ce que l'enjeu n'est pas dans simplement être? Peut-être avez-vous remarqué que les personnes dont vous faites partie, qui ont vécu des moments particuliers, justement, plus ou moins marqués, ne cherchent jamais finalement à expliquer les choses. Elles disent, je sais, j'ai pas besoin de justifier, je sais. Et en fait, bah, j'aime à croire que ça prouve bien que tout ça est à l'intérieur de chacun d'entre nous et que probablement, moi, l'enseignement que j'ai retiré de mon UMI, qui était forcément bien sûr très violente, hein, près de 35 ans après, je compose encore avec certaines séquelles. Euh, Ça n'avait rien d'exceptionnel, c'était juste un voile, finalement, quelque chose qui s'enlevait, et pour découvrir ce que nous sommes. Et donc, quelque part, c'est pas en rajoutant des couches que l'on va arriver à mieux s'entendre, à mieux se relier. Les couches permettent effectivement d'entretenir la division, mais pas la liaison en vérité. Donc, voilà, c'est très sympa. Enfin, c'est plus que sympa de vous entendre. Ça met du baume au cœur parce qu'en définitive, je crois que ce dont le monde a besoin, ce sont des pontons comme celui que l'on crée, où les propos sont apaisés, tout simplement apaisés, sans jugement et dans l'écoute de l'autre. Et vous, je sais pas, mais moi, ça me fait un bien fou, en fait. Donc, je suis très heureux de vous entendre. Voilà. Après, chacun pense ce qu'il veut, mais moi, ça me va, quoi. Donc, on va continuer, si vous voulez bien. Est-ce que quelqu'un veut prendre le relais et éventuellement quelqu'un dans le public, hein, si je puis dire, puisque c'est ouvert. J'aimerais bien témoigner peut-être de ce que j'ai vécu avec vous cette soirée. Vas-y, Christian, je t'en Et prie. on avait organisé ça. En fait, ce qui se dégage pour moi de ce que j'ai vécu avec vous dans ce voyage de commun, c'est la foi dans la vie. La vie sous toutes ses formes. Quoi qu'il arrive, il y a quelque chose de juste dans ce qu'on vit. Et en fait, ce que j'ai vécu ce soir avec vous, c'est célébrer la vie sous toutes ses formes. C'est-à-dire, la rose, elle est rose, le soleil, il brille, il brille. Il ne se pose pas la question pourquoi il brille. L'amour rayonne, on ne se pose pas la question pourquoi l'amour rayonne. C'est, hein, c'est cet être, en fait,
que l'on peut connecter à travers ces expériences de vie qui se passent dans la souffrance. Voilà. Je vous avais juste envie de témoigner ça, c'est ce que j'ai traversé avec vous ce soir, hein. Cette fois dans la vie, avec simplicité, et de célébrer la joie d'être en vie. Merci Christian. Est-ce que quelqu'un parmi vous a envie de réagir comme Christian l'a fait? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ayez envie de rajouter? Je m'adresse à des personnes qui ont déjà participé, qui ont eu un livret. Euh, Eric, peut-être, je ne sais pas. Et certains pour lesquels le livret est en cours. Stéphanie, si tu as envie de prendre la parole, n'hésite pas. Je pense que ce que vous avez dit sur ces moments d'apaisement est tout à fait essentiel. Donc, est-ce que vous avez encore envie de continuer à échanger ou est-ce qu'on en reste là? Moi, j'avais encore un petit quelque chose. Après, j'aime beaucoup, donc Christian, j'aime beaucoup que ça. Enfin, allez, j'y vais parce que c'est venu trop tard. Mais dans ce rapprochement de ces espaces de division dont on est l'aboutissement, et c'est la voie du pardon qui m'a beaucoup aidé aussi, tant le mien que de pardonner aussi l'autre dans le moment présent, mais les lignées aussi. Et, euh, et c'est aussi dans cette voie de l'humilité. C'est un vrai pardon, c'est pas en mode genre, c'est pas un pardon en mode genre, oui, je te pardonne, c'est un pardon en mode genre, je sais que tu as aussi traversé ça, et que du coup, je te pardonne parce que ce qui a été vécu n'est pas personnel en fait, ne vient pas d'un acte personnel. C'est pas une volonté de diviser. Euh, il faut juste en prendre conscience. Et voilà, cette voie du pardon m'a beaucoup aidé. C'est un cadeau, en fait. C'est un don de pardonner. Voilà. Mais Christian, surtout célébrons la vie, Ah parce que non, je suis non, d'accord. mais, C'est le moment présent qui compte. non, non, mais oui, le temps présent, mais en même temps, je dirais, il est important de vivre le présent avec l'enseignement de ce que nous avons, de ce que nous avons traversé. Et voilà, moi, je parle d'une forêt de l'humanité, c'est-à-dire ce dont j'ai la conviction, c'est que c'est toi, Tania, tout à l'heure qui parlait des champignons qui nous relient. Bien évidemment, on est tous reliés par ça. Et ce qu'il faut, c'est accepter de regarder sous nos pieds. Et très souvent, la vérité est juste sous nos pieds. Il n'y a qu'à se baisser, si je puis dire. Il n'y a qu'à cueillir, entre guillemets. Et voilà, tout est là. Donc, moi, j'aime à penser que tous ces moments que vous exprimez, qui sont finalement des brèches, en fait des brèches dans nos carapaces, ben, ils ouvrent sur quelque chose qui circule, ce courant. Ceux qui connaissent un peu mon histoire savent que j'aime à parler de courant de l'amour, hein. Euh, Seul le courant de l'amour circule à travers le cordon de la mort. C'est la phrase que j'ai rapportée. Et ben ça, ouais, il faut pas avoir peur. Et c'est pour ça que ben, on est là pour en discuter et que finalement, je pense que ça concerne et ça touche tout le monde. Et personne ne vient avec une vérité, personne ne vient avec son petit livre, comme tu disais, Pierre-Antoine. Et donc, ouais, moi j'ai vraiment envie de vous dire merci. Et puis, ben, continuons à faire grandir cette forêt en la dévoilant, parce que finalement elle est là, hein, tout est là, tout est là, tout est juste à creuser, simplement, de creuser au fond de nous-mêmes, et puis balancer un certain nombre de nos certitudes. Et à partir de là, bon, il se révèle des choses. Et on laisse venir, on vit au quotidien, Edouard. Et toi, tu vas faire un retour sur tes racines hein, en quelques jours, donc ça va être riche d'enseignements. Fais-nous en partager les éléments les plus forts, en tout cas ce que tu souhaites. Et puis, alors, moi, ce que je vous propose, bien évidemment, c'est que vous quatre qui êtes aujourd'hui et qui vous connaissez un peu plus au travers de l'expression de vos histoires, de vos récits, bah, vous continuez à discuter entre vous.
et puis que nous verrons ce qu'il adviendra. Cette émission, je l'ai créée en essayant de la faire de façon mensuelle. Ben, ça me donne envie de continuer, bien évidemment. Je vais peut-être vous donner quelques petites informations aussi sur ce qui va se passer dans les semaines, enfin, les jours et les semaines qui viennent. Euh, pour les Suisses qui écoutent, je vais faire une première nouvelle conférence le 16 juin à Lausanne. Donc, enfin, je vous tiendrai au courant dès demain là-dessus, sur, sur le lieu en particulier. Donc, je vous invite vraiment à y venir parce que je ne serai pas seul. On va faire finalement une espèce de clairière en physique, puisque je, je parlerai bien évidemment, mais il y aura 4 autres personnes qui vont prendre la parole, je crois, dont un certain Alessandro, me semble-t-il, s'il accepte, bien évidemment. Donc, Désormais, je me tais. Non, avec plaisir. oui. Et ça va être un chouette moment. Et puis, bah, dans quelques jours, il y aura un truc qui va sortir, puisque finalement, moi, mon métier maintenant, c'est de faire les récits des gens que j'interviewe. Et on m'a dit, ce serait pas mal quand même que tu fasses ton récit. Voilà. Donc, bah, mon récit, il est prêt. Il s'appelle la cinquième pierre. Et bah, il est comme les autres livrets, alors peut-être un peu plus épais, bien évidemment. Mais je vais le sortir dans quelques jours. Et il a la particularité de reprendre des interviews que j'ai eues avec certaines personnes, dont certaines sont présentes ce soir. Voilà. Et donc, écoutez, si vous n'avez rien d'autre à rajouter, on ne va pas faire de grandes conclusions. Le but du jeu, c'est que tout ce qu'on a initié ce soir continue à circuler. Je ne sais pas où ça va nous mener, j'ignore tout à fait, mais ça me va bien. Ça me va bien. Donc, si c'est OK pour vous, ben, je vais demander à la maîtresse de cérémonie, à savoir Valérie, puisque moi je ne peux rien faire, moi j'ai été destitué de mes fonctions. Donc Valérie, si tu peux couper l'enregistrement à partir de maintenant, c'est très bien. Merci. Electric word life, it means forever.